s'insère dans une tradition pour laquelle j'ai une très grande admiration, c'est celle de gens comme Raymond Carré-Malberg, Charles Eidelman, René Capitan, qui ont enseigné à la frontière entre la France et l'Allemagne et qui avaient cette double vision des choses qu'il ne faut pas perdre. Donc, comme Christophe est exactement un personnage de ce genre, et je suis très heureux qu'il nous présente son papier, qui portera d'ailleurs, mais c'est lui qui va nous dire en tout cas sur la constitution allemande, la cour de Karlsruhe et le patriotisme constitutionnel. Merci. Ça va tout seul, oui, très bien. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Je vais vous parler en français, j'ai appris qu'il faut me retraduire en allemand, mais quand je parle, j'ai préparé mon intervention en français. Notre sujet général est évidemment très vaste et polyvalent. Il fallait donc que je choisisse un certain nombre d'attaques pour cibler un peu le sens de mon propos. Mon but ici n'est pas de vous présenter une théorie ou une dogmatique allemande de la Constitution, mais plutôt une réflexion sur les raisons historiques, institutionnelles et peut-être politico-culturelles qui ont permis l'essor spectaculaire de la Constitution et du droit constitutionnel en Allemagne dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il s'agit d'expliquer un phénomène probablement singulier, qui est ce qu'on pourrait appeler l'omniprésence de la Constitution et du droit constitutionnel dans l'Allemagne d'aujourd'hui, une situation dans laquelle tout problème politique ou juridique finira, tôt ou tard, par être transformé en question constitutionnelle. Or, ce phénomène-là s'explique avant tout par la puissance et l'influence du tribunal constitutionnel fédéral. Expliquer l'omniprésence du droit constitutionnel dans l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est expliquer d'abord et surtout l'omniprésence de sa cour constitutionnelle. Pour fournir une telle explication, je procéderai en trois étapes. Je vous parlerai d'abord un petit peu de la situation des débuts en 1949. J'analyserai ensuite les raisons de l'ascension de la Cour constitutionnelle et de la Constitution. Les deux vont ensemble depuis les années 50 du XXe siècle. Et dans un troisième temps, je m'interrogerai sur l'évolution actuelle qui s'esquisse sous nos yeux et qui me paraît être caractérisée par une certaine perte d'importance de la Cour constitutionnelle qui est assez mal vécue d'ailleurs par cette institution. Alors, j'entre dans ma première partie, la situation des débuts donc de la situation allemande, donc la loi fondamentale en 1949. Quand on s'interroge sur ces débuts, il faut tout d'abord éviter un piège. Ce piège, c'est la fausse évidence du succès, qui imposerait l'idée d'un triomphe presque inéluctable et naturel, qui aurait été inscrit d'avance, si je puis dire. En Allemagne, cette perspective-là est très répandue. Elle s'explique par des raisons probablement de psychologie collective, par une sorte de soulagement après l'histoire allemande de la première moitié du XXe siècle. Et elle est facilitée aussi par le fait que la justice constitutionnelle s'est répandue à travers le monde entier dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc encore une fois, cette impression de quelque chose de naturel qui devait arriver. Mais je crois qu'il s'agit d'une fausse évidence. Le succès n'était pas inscrit d'avance. Certes, la loi fondamentale de 1949 avait rendu possible une telle évolution, surtout par deux éléments. Tout d'abord, je crois, par le renforcement des droits fondamentaux comme réaction au nazisme. La loi fondamentale stipulait explicitement que tous les pouvoirs étatiques seraient liés par les droits fondamentaux, donc à la fois l'exécutif, le législateur, les tribunaux. Quand on regarde les débats du Conseil parlementaire, on se rend tout de suite compte qu'on ne savait pas exactement ce qu'on faisait. On savait qu'on voulait renforcer les droits fondamentaux, on ne savait pas très précisément ce que ça voulait dire.
Mais au moins, on avait clairement exprimé une volonté d'une protection renforcée. Donc, premier élément capital. Deuxième élément, bien entendu, l'instauration d'une Cour constitutionnelle aux compétences très étendues. Pasquale en a déjà parlé, les compétences les plus étendues de toute justice constitutionnelle à travers le monde. Là encore, il faut nuancer. On ne savait pas exactement ce qu'on faisait. On n'avait pas d'idée très claire ce que serait cette Cour constitutionnelle. Et surtout, on n'avait pas d'idée très claire sur le rapport de cette nouvelle haute cour spécialisée avec les autres cours suprêmes allemandes de l'ordre juridictionnel. Tout cela restait beaucoup dans le vague en 1949. Et on laissait, la loi fondamentale laissait explicitement ces questions aux législateurs de l'avenir. Ce qui fait d'ailleurs que notre Cour constitutionnelle n'a commencé ses activités qu'en 1951, donc 2 ans plus tard, tandis que les autres institutions s'étaient déjà mises en marche en septembre 1949. Donc l'Allemagne a marché 2 ans sans la Cour constitutionnelle. C'est le législateur d'ailleurs qui a introduit un troisième élément très important, structurant de tout ce processus, en 1951, c'est l'introduction du recours individuel en matière de droits fondamentaux. Le recours individuel de tout individu qui peut se prévaloir de ses droits fondamentaux dans la Cour constitutionnelle, contre tout acte de la puissance publique. Et cette procédure-là est restée d'une certaine manière la procédure phare de l'institution jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il y a 3 éléments qui étaient déjà là dans les débuts, mais dont l'évolution ultérieure n'était pas vraiment prévisible. Mais si ces débuts-là n'expliquent pas tout à fait le succès ultérieur, quelles sont donc les raisons de ce succès? Raisons d'un succès d'ailleurs plutôt ambigu. Premier élément d'explication, c'est probablement l'élément le plus évident, la table rase de la situation allemande de l'après-guerre. Je crois qu'on ne peut pas surestimer cet élément-là. La situation de 1945 avait créé une situation où il n'y avait presque plus de tradition crédible et d'institutions solidement établies. Donc, d'une certaine manière, il y avait un paysage mal visible à cette époque-là. Les institutions politiques elles-mêmes étaient très récentes, très nouvelles, mal assurées. Elles étaient en quête de légitimité. Donc il y avait une certaine sorte de vide institutionnel. Et la Cour de Karlsruhe a profité précisément de ce vide et l'a rempli un peu avec sa jurisprudence. Ça me semble probablement l'élément le plus capital. Deuxième élément d'explication, c'est un élément moins évident, je crois, c'est l'évolution de l'Allemagne en tant que système fédéral. L'Allemagne avait toujours été par le passé un pays très fédéral, surtout en matière de droit administratif, de l'administration, et cela avait empêché une forte cour de droit public d'émerger dans notre système politique. Ça n'avait pas existé, même pas en droit administratif, avant la fondation de la République fédérale d'Allemagne. Là, après l'unification progressive du système, d'une certaine manière couronnée par l'expérience nazie, ça avait créé une centralisation générale du système institutionnel, mais aussi mental, qui rendait possible une cour unifiante au sommet du système. C'était très récent et très nouveau. Ça n'aurait pas été possible encore sous la République de Weimar. Donc, deuxième élément, cette forte centralisation du système institutionnel. Troisième élément, le discrédit général des partis politiques. Même après le nazisme, il y avait quand même un certain discrédit de la politique, il y avait un certain discrédit des partis. Donc la confiance dans les partis politiques s'est mise en marche vraiment progressivement après, mais elle était assez faible dans les débuts de la République fédérale. Et la même méfiance et le même discrédit frappaient un peu la bureaucratie, une bureaucratie qui elle-même était en voie de reconstruction dans un pays, il faut le rappeler, divisé, mutilé, un pays qui avait perdu beaucoup de ses bureaucraties traditionnelles, notamment la bureaucratie prussienne, par exemple. Donc là,
affaiblissement des institutions traditionnelles, affaiblissement d'ailleurs qui était aussi un affaiblissement des hautes juridictions traditionnelles, du monde juridictionnel. Si on prend par exemple le cas de la plus haute juridiction en matière de droit civil et droit pénal, c'était une juridiction nouvelle, le Bundesgerichtshof, qui devait être érigé. Le tribunal impérial, le grand prédécesseur, avait été à Leipzig. Donc il fallait reconstituer tout ça. Ce n'étaient pas des institutions aussi assurées. Et élément capital, dans ce monde-là, la Cour constitutionnelle avait l'avantage d'une nouveauté radicale. Nouveauté radicale, si on compare par exemple à la magistrature traditionnelle, le Bundesgerichtshof consistait surtout de juges ou de magistrats qui avaient fait carrière sous le nazisme. C'était des gens qui étaient d'une certaine manière entachés par le régime précédent. Tandis que, à la Cour constitutionnelle, il y avait un nombre de personnages qui n'étaient précisément pas liés à cette expérience nazie. Le nombre de personnages qui étaient résistants, exilés ou, disons, immigrés de l'intérieur était très fort dans la nouvelle Cour constitutionnelle. Ce qui n'était pas le cas, pas du tout le cas dans les juridictions normales, y inclut les tribunaux suprêmes. Donc là, l'avantage de la nouveauté qui donnait aussi, je crois, une sorte d'audace, de courage et de volonté de rompre avec l'héritage nazi, précisément dans cette nouvelle instance du tribunal constitutionnel. Et si on regarde la décision phare de toute l'histoire de la Cour constitutionnelle, qui est la fameuse décision Luth, prise en 1958, c'était précisément un cas de liberté d'expression à l'égard d'un cinéaste qui avait été cinéaste nazi avant, et il s'agissait donc de la liberté d'expression à l'égard de ce cinéaste qui avait repris ses activités. Les juridictions ordinaires avaient condamné M. Luth pour ses propos critiques à l'égard de ce cinéaste, et la Cour constitutionnelle a renversé la donne en précisément invoquant la nouvelle et nouvellement protégée liberté d'expression de la loi fondamentale. Donc là, on voit très bien une sorte de conjonction de facteurs qui explique cette possibilité pour la Cour constitutionnelle allemande de remplir un certain vide qui avait été écrit par le nazisme et par la guerre. Mais il y a encore d'autres éléments un peu plus paradoxaux et un peu plus ambigus, je dirais, du succès. Je crois que cette Cour constitutionnelle a aussi profité d'une culture politique allemande qui restait souvent pré-démocratique. C'était une culture politique de respect des autorités établies. C'était une culture politique avec une grande méfiance à l'égard du pluralisme de la société moderne. Et paradoxalement, cette nouvelle institution pouvait prendre cet héritage-là et l'utiliser au profit de la démocratie. Donc d'une certaine manière, c'était une culture ancienne, ce n'est pas une culture créée par le nazisme, bien sûr, le nazisme était une période assez courte, c'était une culture ancrée dans la monarchie constitutionnelle du XIXe siècle, c'était une culture héritée de cette monarchie qui s'était terminée en 1918, mais dont l'héritage mental continuait à travers le XXe siècle. Et un élément qui est lié à ça, mais qui peut être distingué au moins, c'est une vieille tradition allemande de vénération du droit. Vénération du droit, tradition beaucoup plus forte en Allemagne que la tradition parlementaire et démocratique. Donc vieille tradition qui vient déjà un peu du Saint-Empire germanique, donc qui vient de très loin. Mais cette tradition-là s'est renouvelée après 1949 avec une certaine force. On cherchait l'autorité plutôt du côté de la justice que du côté de l'administration ou de la politique. Et là, cette nouvelle Cour de Karlsruhe pourrait profiter de cette situation-là. Donc, mettre à profit un héritage pré-démocratique pour, d'une certaine manière, montrer le chemin vers la démocratie. Et c'est bien sûr une sorte d'ambiguïté dans ces débuts-là. La Cour constitutionnelle est devenue, de cette manière-là, une sorte de précepteur, bienveillant, sévère, d'une démocratie allemande qui était encore une démocratie sous tutelle. Une démocratie qui manquait de confiance en elle-même. Et cette institution-là
faisait donc l'éducation démocratique des Allemands sur le fondement d'une mentalité pré-démocratique. C'est paradoxal, mais je crois que c'était comme ça. C'est d'ailleurs probablement un parallèle avec l'instauration des cours constitutionnels, par exemple, en Europe de l'Est, après 1989. Là aussi, les nouvelles cours constitutionnelles pouvaient utiliser un fond de mentalité plutôt autoritaire, mais précisément pour montrer le chemin vers la démocratie. Et l'exportation du modèle allemand en Espagne ou en Afrique du Sud va, je crois, dans le même sens. On voit tout de suite, c'est une ambiguïté et difficulté du début, parce que le rôle du précepteur n'est par nature un rôle de transmission. C'est un rôle qui est appelé à se rendre superflu. Donc, par son propre succès, il doit se rendre superflu. Dernier élément d'explication de ce succès de la Cour constitutionnelle, je crois, c'est que cette institution, au fur et à mesure que le temps passait, a rencontré un certain écho dans la société allemande. Et c'est ça le phénomène original qu'on appelle aujourd'hui le patriotisme constitutionnel. Je crois que on veut décrire par là le fait que la Constitution et la Cour constitutionnelle sont un peu entrés dans l'imaginaire collectif des Allemands. Ce phénomène-là n'était pas du tout prévisible au début. C'était un phénomène qui s'est produit dans une longue évolution sous la loi fondamentale. Il faut se souvenir du fait que cette constitution-là n'avait pas de début glorieux. C'était une constitution née des circonstances pas très glorieuses de l'après-guerre. Il n'y avait pas de début révolutionnaire comme l'ont eu les traditions constitutionnelles américaines ou françaises. Au contraire, un document très sobre, un cadre provisoire d'une entité étatique mal assurée, l'Allemagne de l'Ouest, et traité avec méfiance d'ailleurs par les juristes professionnels dans les débuts, quand on les lit, se méfie beaucoup de la loi fondamentale, et accueilli avec indifférence par la population de l'époque, absorbée par des problèmes beaucoup plus concrets. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que dans les premières décennies de la fin, et sous l'emprise de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il y a eu une évolution lente qui a fait qu'à un certain moment, le succès économique et la stabilité politique de la RFA, inouïe par rapport à la première moitié du XXe siècle, étaient de plus en plus attribués à la loi fondamentale. Donc on attribuait le succès économique et politique à la loi fondamentale. À succès ou à raison, à tort ou à raison, je ne peux pas en juger, mais le phénomène est là. Le phénomène est qu'à un certain moment, on commençait à attribuer ce succès à la Constitution elle-même. Et je crois que cela a joué aussi dans la réflexion théorique sur ce que est devenu le fameux patriotisme constitutionnel. Il a été théorisé à partir de la fin des années 70, donc après 30 ans de la loi fondamentale. Il y avait un début de réflexion, le publiciste ou le journaliste et politiste allemand Dolf Sternberger, plutôt un journaliste libéral conservateur, on va dire, qui en 1979, donc pour le 30e anniversaire de la loi fondamentale, écrivait un article devenu très fameux et qui proposait donc pour la première fois cette idée d'un patriotisme constitutionnel. Et il a été après repris et répondu par le philosophe Jürgen Habermas. Et si on lit Sternberger, on se rend tout de suite compte que sa théorisation devait beaucoup à la situation d'un pays encore divisé en deux États antagonistes. Je cite Sternberger, la traduction de Sternberger, dans cet article donc, de 1979. La Constitution est sortie de l'ombre dans lequel elle avait grandi. Dans la mesure qu'elle est devenue vivante, qu'on s'en sortit des acteurs forts et des actions fortes, que nous avons appris à nous servir des libertés qu'elle garantit, et à vivre dans et avec cet État, l'Allemagne de l'Ouest. C'est créer subrepticement un nouveau, un deuxième patriotisme qui se fonde sur la Constitution.
Et il continue, le sentiment national reste mutilé. Nous ne vivons pas dans l'Allemagne entière, mais nous vivons dans une constitution entière, dans un État constitutionnel entier, et cela, en soi-même, constitue une sorte de patrie. Voilà donc Stern de la Gare en 1979. On voit très bien dans cette formulation des débuts toute l'ambiguïté déjà du concept. Un concept curieux qui explique le particulier, la constitution allemande, par l'universel. Et c'est un peu la dialectique ça restait la dialectique du patriotisme constitutionnel. Mais je crois que cette idée paradoxale d'un patriotisme sans patrie était bien à même de rendre compte de la situation de l'Allemagne de l'Ouest, je crois, à l'époque. C'était donc une idée probablement étrangère à la culture constitutionnelle classique de l'Occident, culture française ou culture des États-Unis, bien que les États-Unis connaissent beaucoup plus la vénération de la Constitution que d'autres États, mais je ne crois pas que les États-Unis l'aient jamais séparé à ce point des autres symboles classiques, du drapeau, de l'hymne, de la déclaration d'indépendance, tandis que les Allemands avaient discrédité leurs symboles généraux et n'ont gardé que, d'une certaine manière, le texte. Et ça explique beaucoup, je crois, le succès, d'une certaine manière, à la fois du concept et du phénomène. L'ancienne Allemagne, la RFA classique, ne pouvait pas mobiliser des facteurs d'intégration beaucoup plus traditionnels, comme l'histoire, comme la nation, comme la culture, du fait à la fois du nazisme et de la division du pays. Donc à la fois, il y avait des traditions discréditées et il y avait des difficultés du fait d'avoir un pays provisoire. Et la loi fondamentale, d'une certaine manière, s'est engagée dans cette lacune symbolique. Elle est entrée dans cette lacune symbolique de l'Allemagne. Et elle est devenue, de ce fait-là, elle-même un symbole. Symbole de la rupture avec le passé nazi. Symbole d'un certain retour dans le cercle des nations, des peuples civilisés. Symbole aussi d'un succès démocratique, d'autant plus dans le contraste avec la République démocratique allemande. Donc, je crois que c'est sur ce fond mental que s'est greffé, ou pouvait se greffer, la validité juridique de la loi fondamentale et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Et cette validité juridique, cette jurisprudence plutôt technique souvent, était réconfortée par l'écho symbolique de ce patriotisme constitutionnel. Et probablement, ce phénomène-là est aussi une des explications pour la popularité exceptionnelle de la Cour constitutionnelle elle-même. Une Cour constitutionnelle très populaire, telle que le relèvent constamment les sondages d'opinion. Quand on demande aux Allemands quelles sont la popularité des institutions, la Cour constitutionnelle est presque toujours en tête. Néanmoins, on peut se poser peut-être la question si ce patriotisme constitutionnel pourra survivre au fait de la fin de la division allemande, du fait de la réunification. Est-ce que ça a peut-être changé un peu la donne? Les conditions institutionnelles particulières qui ont permis à ce patriotisme constitutionnel allemand de naître et de grandir ne sont plus là. Mais il me paraît que, malgré ce changement important, la loi fondamentale continue à rester un élément important de l'identité politique allemande d'aujourd'hui. Donc, les conditions des débuts ne sont peut-être plus là, mais cet effet du patriotisme constitutionnel reste là. Laissez-moi, dans un troisième temps, vous offrir quelques réflexions sur la question de la survie de cette exceptionnelle force de la Constitution et de la Cour constitutionnelle dans le système allemand. C'est une évidence historique que les institutions importantes n'ont pas de garantie de survie historique. Nous en avons vu disparaître d'autres institutions importantes. Même à l'intérieur du système allemand, des institutions qui avaient été importantes à un certain moment de la République fédérale ne sont plus aussi importantes qu'avant. Je prends par exemple l'exemple le plus fameux, c'est l'exemple de la Bundesbank, bien sûr.
qui, du fait de l'introduction de la monnaie unique, a perdu beaucoup de son importance et son aura. D'ailleurs regretté par beaucoup d'Allemands, mais c'est un fait incontestable. Cette institution n'a pas cette valeur symbolique qu'elle avait, d'une certaine manière, comme la Cour constitutionnelle, pour quelques décennies. Donc la question intéressante serait de savoir, la Cour constitutionnelle pourrait-elle suivre lentement le destin de la Bundesbank? Et il y a eu déjà des interviews du président de la Cour constitutionnelle assurant les Allemands que son institution ne subirait pas le sort de la Bundesbank et qu'il veillerait à ne pas suivre ce chemin. Alors, malgré le président de la Cour constitutionnelle, je crois qu'il y a probablement certains facteurs qui sont tournés dans le sens d'un certain affaiblissement de la Cour constitutionnelle dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Je vous donne quelques facteurs ou raisons qui me semblent importants pour expliquer ce relatif affaiblissement qui est en train de se présenter sous nos yeux. Le facteur le plus important me semble tout simple, c'est la stabilité de la démocratie allemande. Si on regarde le rôle ancien de la Cour constitutionnelle des débuts, le rôle de précepteur, de quelqu'un qui montre le chemin à une société désorientée, qui montre le chemin vers la démocratie, là, ce rôle de guide-là n'est plus aussi nécessaire dans l'Allemagne d'aujourd'hui, du fait même du succès démocratique du pays. Cette Allemagne-là a moins besoin de guides précepteurs que l'Allemagne des années 50. Deuxième élément qui me semble très important, c'est aussi l'évolution du système des partis politiques. Je crois que quand on regarde les débuts de la Cour constitutionnelle, ce qui est un élément paradoxal des débuts, c'est qu'au moment même où l'Allemagne a développé une sorte de parlementarisme majoritaire très fort, dès 1949, le gouvernement Adenauer est là avec une majorité serrée et une opposition très forte des sociodémocrates. Donc un système dualiste qui s'est mis en place immédiatement en 1949, mais qui n'avait pas de précédent dans l'histoire allemande d'avant. Et à ce moment-là, précisément, entre en jeu la Cour constitutionnelle. Donc tout de suite, elle pouvait servir d'une sorte de contrepoids de cette nouvelle situation du parlementarisme majoritaire. Et je crois parce que dans la tradition allemande, il y a une profonde méfiance à l'égard des décisions majoritaires. Ça remonte très loin dans notre histoire, probablement dû aussi à notre histoire confessionnelle divisée. Donc, puisqu'il y a cette longue tradition de méfiance à l'égard de la décision majoritaire, la Cour constitutionnelle pouvait jouer tout de suite le rôle de contrepoids à ce nouveau parlementarisme majoritaire. Je crois que ça a joué beaucoup aussi dans son essor. Or, ce que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est que cette dualité des grands camps politiques est en train de s'effriter lentement. Les grands partis n'ont plus la même position qu'ils avaient encore il y a 10 ans. Donc c'est un processus continu d'effritement qui ne connaît plus